Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Politique le débat. Nous allons nous intéresser à une thématique qui fait de plus en plus l'actualité, celle du franc CFA. Ces dernières semaines et même ces derniers mois, le franc CFA est sorti des siècles de décisions économiques et politiques pour devenir un sujet de débat populaire. Autour de moi aujourd'hui pour aborder cette thématique, Issa Ndiaye, qui est philosophe et membre du Forum civique du Mali. Bonjour Issa Ndiaye. Avec moi également sur le plateau Demba Moussa Dembélé, qui est économiste et chercheur. Bonjour. Bonjour. Avec moi également Taoufik Ben Abdallah, qui est économiste, chercheur aussi. Bonjour. Bonjour. Avec moi enfin Aminata Draman Traoré, qui est essayiste et initiatrice du Forum pour un autre Mali, le Forum. Bonjour. Bonjour. Madame Traoré, vous êtes à l'initiative de cette édition spéciale de Migrants qui était consacrée à la double question du franc CFA et des migrations. Est-ce que le thème du CFA n'est pas déjà assez lourd pour qu'on y adjoigne celle des migrations également? Non, c'est clair que c'est deux problématiques d'une importance considérable et en ce moment, dû au fait que nous sommes, disons, dans l'impasse pour l'une et l'autre question. Et l'acuité de la question migratoire nous a amené, nous, pour ce qui est du forum, compte tenu du fait que nous faisons partie du mouvement social mondial et que notre approche des questions africaines et des questions du monde d'une manière générale, c'est une approche systémique. Nous nous sommes dit, à partir de 2005, lorsque nous avons dû recevoir ici au Mali les premiers jeunes subsahariens expulsés de Ceuta et Melilla, nous ne sommes pas passés par quatre chemins. Nous nous sommes dit ils sont d'abord les victimes d'un modèle de développement économique qu'il faut questionner. Il se trouve que la question du CFA est au cœur de cette problématique du développement. À quel développement pouvons-nous prétendre sans souveraineté monétaire? C'est pour cette raison qu'il fallait articuler les deux questions. Demba Moussa Dembélé, vous avez pris part à ces travaux qui étaient consacrés donc au franc CFA, mais également aux migrations. La question du franc CFA n'est pas si nouvelle que cela. C'est des luttes qui datent au moins de la période des indépendances, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, avec des fortunes assez diverses. Le Mali a quitté puis a rejoint à nouveau la zone du franc CFA dans les années 62. La Guinée-Conakry avait également quitté. Qu'est-ce qu'on peut dire des trajectoires des pays africains au sein de la zone CFA? Merci. Vous avez bien raison, ce n'est pas une question nouvelle. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est la continuité des combats que nos aînés ont menés au début des indépendances. Et je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'est pas concevable qu'une monnaie qui a été créée pour subjuguer les peuples africains, les pays africains, et qui a contribué à leur sous-développement, à l'échec de toutes les politiques qui ont été essayées depuis ce qu'on appelle les indépendances, il n'est pas concevable qu'une telle monnaie puisse subsister et puisse être imposée à 14 pays, 15 pays si on met les Comores dans le groupe, à 15 pays africains. Comme vous l'avez dit, il y a des pays qui avaient pris la décision de recouvrir leur souveraineté monétaire au début des indépendances. C'est le cas du Mali, avec le président Modibo Keïta. Et c'est pour cela, d'ailleurs, pour rendre hommage au président Modibo Keïta, qu'on a tenu ces assises au mémorial qui porte son nom, ici à Bamako. Ensuite, d'autres pays ont quitté la Mauritanie, qui est notre voisine, le Madagascar également. Et pourtant, ces pays ne se portent pas moins bien que ceux qui sont encore dans le franc CFA. Mais en dehors des dirigeants politiques, il y a des intellectuels qui ont porté ce combat. Et je pense notamment à Tudjang, le Camerounais, l'économiste camerounais, qui avait été le premier à parler de servitude monétaire que représente le franc CFA.
Et cette servitude monétaire continue aujourd'hui et on voit les effets de cette servitude monétaire. Donc nous nous situons dans la continuité de ce combat par les dirigeants politiques et par les intellectuels. Et donc ce n'est pas un combat qui est nouveau, c'est juste peut-être aujourd'hui au XXIe siècle une autre dimension que nous mettons dans ce combat en essayant de faire la jonction avec des mouvements sociaux, avec les organisations de femmes et ainsi de suite. Monsieur Sandiaï, comment pouvons-nous faire le lien entre le développement de l'Afrique qui ne fonctionne pas et le franc CFA? Est-ce qu'on ne doit imputer ce sous-développement chronique qu'au franc CFA? Non, certainement pas. Il y a, je veux dire, une conjonction de phénomènes qui nous amène vers une crise généralisée aujourd'hui, crise du politique, avec les différents processus démocratiques qui sont en l'œuvre dans nos pays et qui nous ont conduit à certaines impasses et parfois même à des conflits post-électoraux que l'on constatait. Le cas le plus illustrant, c'est peut-être celui de la Côte d'Ivoire dont on a de la peine à émerger. La crise aussi post-électorale au Mali. Mais au-delà de cela, il y a une crise des modèles politiques qui concerne un peu pas mal de pays. Il y a aussi une crise sécuritaire que nous voyons se développer de plus en plus dans notre espace sahélien qui nous interpelle. Il y a aussi crise de toutes ces politiques-là qui ont été menées depuis plusieurs décennies, j'allais dire plutôt imposées par la Banque mondiale, qui font aujourd'hui que la question du franc CFA sert de détonateur commun à l'ensemble de ces crises-là et qui font que, du fait que des politiques s'en sont mêlés au plus haut niveau, comme certains chefs d'État qui ont commencé à les murmurer, les peuples se sont dit, bon, il est temps peut-être de poser cette question au cœur des problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Est-ce qu'il suffirait de sortir du CFA pour résoudre une grande partie des problèmes? Non, pas du tout. Il y a des questions de fond qu'il faut examiner. Et je parlais tantôt des modèles qui nous ont été imposés et que nous avons expérimentés nous-mêmes, que ce soit des modèles de gestion démocratique de nos communautés qui ont failli aujourd'hui, des modèles aussi d'institutions que nous avons essayé d'implanter nouvelles dans nos pays. Nos États sont en crise, pour ne pas dire en faillite. Donc, ce n'est pas seulement le CFA qui est en cause, mais le CFA est révélateur de cette crise généralisée de l'ensemble des systèmes de prédation qui ont été installés dans nos pays. Taoufik Ben Abdallah, souvent pour aborder la question du CFA, la plupart des gens estiment que si les pays de la zone CFA ne s'en sortent pas, ils devraient voir comment ceux qui sont sortis du CFA s'y prennent. Et l'exemple qui est généralement cité, c'est l'exemple de la Guinée, qui n'a pas réussi sa sortie du CFA et qui n'a pas réussi non plus son développement. Mais la Guinée, pour des raisons qui lui sont propres et pour des raisons historiques, a effectivement échoué. Mais pourquoi ne voir que la Guinée? Il faut voir le Ghana juste à côté. Il faut voir les pays d'Afrique du Nord qui sont sortis. Le Ghana ne faisait pas partie de la zone franc, mais il a conduit de façon indépendante sa propre politique monétaire depuis l'indépendance. Mais les pays d'Afrique du Nord faisaient partie de cette même zone et ont pris le parti de la quitter, et ils ont eu une autre évolution économique complètement différente. On ne peut pas dire aujourd'hui que le Maroc s'en sort moins bien que la Côte d'Ivoire, par exemple, ou que le Sénégal. On ne peut pas dire que la Tunisie, en dépit des difficultés qu'elle connaît après 2011, connaît une situation économique pire que celle du Mali ou du Burkina. Donc il faut effectivement, la Guinée ne présente pas des performances idéales, mais parmi ceux qui ne font pas partie de la zone franc ou ceux qui l'ont quitté, il y a de bons exemples à suivre. Et souvent, quand on fait le lien, Aminata Traoré, entre l'émigration et la question du franc CFA, certains répondent les migrants ne partent pas que de la zone CFA. Il y en a beaucoup qui partent d'Érythrée, il y en a qui partent d'autres pays qui n'ont rien à voir avec la zone CFA. Donc, mettre la question du développement des pays africains, l'enfermer dans la question du CFA, est-ce que ce n'est pas un réducteur? Non, nous disons que c'est globalement
un modèle de développement cruellement dépendant de l'extérieur qui ne marche pas. D'ailleurs, en soi, nous assistons aujourd'hui, quand nous regardons l'état, l'évolution des pays prétendument développés, la crise est globale, c'est une crise systémique. Bon, à l'intérieur de cette crise systémique, les difficultés sont considérables. Et la question de la monnaie fait partie de ces difficultés. C'est Kako qui disait que Kako Nubokpo est togolais qui fait partie, qui était là. D'abord, l'idée, il faut le dire, des États généraux, c'est Kako Nubokpo qui l'a suggéré, qui a considéré qu'on doit vraiment, pour rebattre les cartes, nous mettre ensemble et parler d'une même voix. Et à partir de ce comité d'initiative, voir quelle impulsion on peut donner à cette dynamique à partir de différents pays sur la base d'une analyse rigoureuse, sereine, de l'ensemble des enjeux. Donc nous disons que c'est une question majeure. Et regardez l'Union européenne. Il est arrivé un moment, ils avaient leur monnaie, ils se sont mis ensemble. Chaque pays avait sa monnaie. Bon, de l'euro, tout le monde n'est pas content, c'est pas le Pérou. Mais c'est que ils se sont projetés dans l'avenir sur la base d'une souveraineté dont la monnaie est l'un des éléments. Alors pourquoi priver les anciennes colonies françaises d'Afrique de cette opportunité? Pourquoi nous priver du droit de jouir de cette possibilité d'avoir une monnaie? Nous n'en faisons pas une panacée. Nous disons que c'est une question fondamentale, centrale, et on a fait le bilan. Les travaux ont consisté à faire le bilan du franc CFA. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui est compromis? Et comme Demba le dit souvent, comment se fait-il que ces 15 États la plupart d'entre eux font partie des pays les moins avancés? Et parce que c'est aberrant de dire qu'il y a émergence, que nous allons mieux qu'un taux de croissance global de 6% que l'on nous envie. Alors, la présence de tant de jeunes ressortissants de ces pays du franc CFA, cette émigration est le meilleur révélateur de l'échec de ce modèle. Il faut cesser de s'accrocher, de présenter des statistiques qui ne révèlent rien. La tragédie des migrants est d'abord un indicateur et un sacré démenti de la réussite de ce modèle. Issa Ndiaye, lors de son discours à la jeunesse africaine à Ouagadougou, le premier discours qu'il avait fait en direction des pays africains et qui devait également être son discours de politique générale sur l'Afrique, Emmanuel Macron, le président français, avait dit « Si les présidents africains veulent quitter la zone CFA, il n'en tient qu'à eux de le faire. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ?» Oui, je pense que c'est un discours quelque peu démagogique qui n'a pas son sens dans la mesure où l'histoire quand même nous enseigne que certains dirigeants africains l'ont tenté et l'ont payé au prix fort. Sylvanus Olympio en est mort une semaine après avoir décidé de la création de la Banque centrale du Togo. Il y a d'autres exemples que l'on peut citer. Modibo Keïta aussi a été pratiquement chassé du pouvoir parce qu'il avait osé expérimenter des politiques de souveraineté, pas seulement au plan monétaire, mais aussi au plan de la sécurité, au plan de l'économie et ailleurs. L'un des derniers en date, c'est Gbagbo en Côte d'Ivoire. Dès qu'il a parlé de sortir de franc CFA, donc ça lui a coûté le pouvoir. Ça veut dire que la France fait semblant d'accorder une certaine autonomie, une liberté d'être dans le CFA ou de ne pas être dans le CFA, mais en réalité, les conditions donc, sont telles qu'on peut parler effectivement de servitude monétaire et que ceux qui prennent le risque d'en sortir le font à leur risque et péril. Mais est-ce que Demba Ndiaye, cette servitude, elle n'est pas plus celle des Africains aujourd'hui qui intègrent cette notion de servitude, un peu comme l'autocensure que pratiquent certains journalistes et qui font que finalement ils réfléchissent plus à la possibilité de sortir qu'aux prospectives que cela pourrait apporter, qu'aux perspectives que cela pourrait ouvrir? Oui. Avant de répondre à votre question, s'il vous plaît, si vous permettez, je reviens sur le cas de la Guinée. Oui.
Parce qu'il faut prendre les choses dans leur contexte, le contexte historique. Quand la Guinée a été le seul pays à dire non à De Gaulle, En 1958. c'était une humiliation pour la France, en 1958. Donc on a tout fait pour que le chemin suivi par la Guinée échoue, pour que les autres ne soient pas tentés de le suivre. Et c'est pour cela que la Guinée était entourée de pays hostiles, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et la France s'est servie de ces pays pour faire échouer l'expérience guinéenne. Donc il faut replacer les choses dans le contexte. Et la Guinée était toute seule. Mais aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Nous ne prenons pas la sortie individuelle, c'est une sortie collective. Et je crois que nous avons accumulé suffisamment d'expérience pour pouvoir prendre un chemin vers la souveraineté sans pouvoir payer le prix qu'a payé la Guinée. Maintenant, pour revenir à votre question, cette servitude, pour moi, elle n'est pas seulement volontaire, elle est imposée également. Je vous donne l'exemple des banques centrales africaines. Elles sont obligées, je vous dis obligées, de suivre des politiques monétaires qui sont contraires aux intérêts de nos pays. Parce que tout simplement, il y a ce taux de change fixe entre ce qu'on appelle les monnaies africaines, qui pour moi ne sont pas, et l'euro. Et je crois que pendant nos débats, Kako est revenu là-dessus et d'autres sont revenus là-dessus. On est, quand une banque centrale d'un pays où plus de la moitié de la jeunesse n'a pas d'emploi, où les capacités de production sont inexistantes, cette banque centrale dit que sa priorité est la lutte contre l'inflation. Mais c'est absurde, ça n'a pas de sens. Donc cette servitude, elle est également imposée, à mon avis. Maintenant, il y a la responsabilité des dirigeants africains. C'est vrai, il y a la responsabilité des dirigeants africains, parce que certains se complaisent dans cette situation. Nous avons entendu récemment... Par paresse ou par peur? Oui, il y a les deux. Par intérêt. Il y a les deux. Il y en a qui ont peur de prendre le chemin parce qu'on n'a pas... Vous avez parlé de la Guinée tout à l'heure. Qu'est-ce qui va arriver si on le fait? Et puis, on ne peut pas sortir tout seul parce que nous sommes quand même 8 pays en Afrique de l'Ouest et 6 de l'autre côté. En Afrique centrale. Voilà, c'est difficile de prendre une décision consensuelle. Et par intérêt, parce que ceux qui dirigent ces pays, la plupart ont leur sort lié à celui de la bourgeoisie française, à mon avis. Et par conséquent, ils préfèrent cette situation qui, pour eux, a tous les avantages de les déresponsabiliser de la politique monétaire. Et j'ai un ami qui disait c'est l'irresponsabilité des dirigeants africains par rapport à leur politique monétaire, parce qu'il dit c'est la France qui gère ça, nous on n'a pas à nous en mêler. Et donc cette servitude, pour revenir à votre question, elle est à la fois volontaire et imposée. Taoufik Ben Abdallah, pourquoi est-ce qu'au niveau du Maghreb, des pays comme la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie ont pu quitter la zone sans avoir droit aux mêmes représailles que la Guinée ou d'autres pays africains d'Afrique subsaharienne? Non, on ne peut pas dire ça comme cela. Comment doit-on l'exprimer? D'une part, l'Algérie a quitté dramatiquement, après une longue guerre du million de martyrs, pour avoir ce droit, pour conquérir ce droit à l'indépendance et donc à sa politique monétaire, sa politique énergétique, etc. La Tunisie a eu droit aussi à des représailles. En 1959, quand l'ex-président Bourguiba avait décidé de sortir de la zone et de lancer une banque centrale, immédiatement, De Gaulle lui avait coupé l'aide budgétaire. Et 2 ans après, la Tunisie a connu une guerre, la guerre de Bizerte, puisque la France refusait de compléter, si je peux dire, ou de laisser la base militaire de Bizerte, sans laquelle il n'y avait pas d'indépendance, puisque les militaires français circulaient dans le pays. Et cela était vraiment dans la perspective de solder cette période et de conquérir complètement l'indépendance. Ce n'est pas un hasard si Bourguiba avait décidé la décolonisation agricole 2 ans après encore, pour finir avec la présence française. Et donc, il y avait une volonté, un peu comme ce qui s'est passé au Mali. C'est ça qu'il faut retenir.
il y avait une volonté de construire des économies nationales indépendantes et de se doter de tous les moyens souverains pour y parvenir. Certains ont réussi, d'autres pas. Ça, c'est une autre question. Mais il faut aussi voir qu'à ce moment-là, les dirigeants étaient mus par cette volonté de construire l'avenir. Et il était inconcevable de ne pas avoir sa souveraineté monétaire. Par contre, et c'est peut-être regrettable de le dire, mais c'est le constat historique, certains pays d'Afrique de l'Ouest en particulier, qui avaient refusé de s'unir au moment des indépendances, d'avoir laissé le Mali seul, la Guinée seule, et de passer un pacte finalement avec... Il y a eu un Soudan français quand même, hein, qui comprenait le oui, Sénégal. Mais vous connaissez l'évolution, puisque le Sénégal et la Côte d'Ivoire avaient décidé de faire cavalier seul, et finalement ils ont, comment dirais-je, entériné ceux qui existaient, y compris la zone franc, et ils sont restés dedans. Et ceux qui n'avaient pas accepté cette nouvelle, une perspective d'autonomie, ceux qui n'avaient pas accepté la perspective d'être dans cette zone définie par la France, l'avaient payé. Ça, c'est clair. Donc, mais on ne peut pas dire que le Maghreb n'a pas payé ça. Par contre, je voudrais ajouter une chose à ce que Demba disait, c'est que il y a des données économiques qui ne peuvent pas nous tromper et qu'on ne peut pas nous cacher. Quand on fait des analyses de longue période, sur longue période, on constate une chose essentielle. C'est que les pays africains qui ont fait partie depuis une soixantaine d'années de la zone franc, ont eu tendance à importer davantage de biens de consommation que de biens d'équipement. Et que les pays qui ont leur propre zone, qui ont leur propre monnaie, ont eu davantage tendance à importer plus de biens d'équipement et de biens intermédiaires que de biens de consommation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pendant que les uns importaient pour consommer pendant 60 ans, les autres importaient pour construire leur économie nationale avec des biens d'équipement qu'ils importaient. Et pourquoi? Parce que la zone, la monnaie, le CFA, agissait comme une incitation à l'importation, à l'économie facile. Ça n'incitait pas à l'investissement. Et donc on continuait, puisque l'accès aux devises était relativement simple, on continuait à importer. Et d'où on importait de la France. Ça a arrangé tout. Par contre, les autres étaient dans l'obligation de se donner des contraintes de change, de gérer leur monnaie, et donc d'être attentifs à ce qu'ils faisaient, à ce qu'ils importaient, ce qu'ils exportaient, et de lier leur politique monétaire à leur politique économique. Et ça, c'est une différence essentielle. Aminata Traoré, aujourd'hui que la construction africaine, l'intégration africaine sont véritablement des enjeux pour les pays africains, est-ce qu'on peut se dire qu'une solidarité à la fois des anciens membres de la zone CFA et des nouveaux, et quand je le dis, je pense notamment au Maroc, voire à l'Algérie et à la Tunisie, est-ce que ces expériences-là peuvent aujourd'hui servir pour préparer une sortie de la zone CFA et surtout une intégration des économies africaines? Oui, moi je pense que le défi majeur est celui de l'intégration. Nous ne sommes pas parvenus. Nous sommes, il y a l'UMOA dans la CEDEAO, l'Union africaine. Mais tout cela, franchement, tourne à vide. Je n'ai pas vu l'Union africaine se saisir cette question dramatique à bras-le-corps. Nous sommes encore à la remorque de l'Europe. C'est l'Europe qui a invité nos dirigeants à la Valette pour dire ce qu'elle attendait d'eux dans le cadre de la gestion de cette question des flux migratoires, en disant c'est votre affaire et développez-vous. Faites de telle sorte que vos jeunes, en tout cas vos concitoyens, ne frappent pas aux portes de l'Europe. Il y a Donald Tusk qui dit « restez chez vous ». Cela
Et il s'adresse ainsi à l'ensemble des migrants, mais plus particulièrement aux subsahariens. Et je crois que Macky Sall, à l'époque président de la CEDEAO, à la Valette, a posé la question de savoir pourquoi les Syriens, Afghans et Irakiens avaient droit à l'asile et pas les subsahariens. Bon, c'est-à-dire qu'ils sont conscients du fait qu'il y a un problème majeur, qui est la question raciale. Et tout cela surgit, et cela est... leur question se pose par rapport à l'Europe, mais bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui, on en parle souvent, entre les pays arabes et les pays de l'autre rive du Sahara et subsahariens, puisque tous ces pays sont aujourd'hui, si ce n'est pas exigé, mais en tout cas, l'Europe attend d'eux qu'ils contrôlent leurs frontières, c'est-à-dire l'Europe a externalisé ses propres frontières, de telle sorte que le sale boulot puisse être fait chez nous, sur le continent, par des pays frères qui, logiquement, si nous étions dans une dynamique d'intégration économique sous-régionale et régionale, on n'allait pas sous-traiter la violence policière et militaire pour que d'autres pays aient la charge de surveiller la circulation. Ma question, est-ce qu'on peut aujourd'hui rêver d'une intégration africaine qui permette que les pays africains du Maghreb et ceux d'Afrique subsaharienne se mettent ensemble pour réussir cette sortie du franc CFA si elle devenait véritablement un enjeu pour nos économies? Moi, j'ai le sentiment que nous sommes victimes de l'illusion, de l'émergence dans le cadre du capitalisme mondialisé et financiarisé, et alors que l'Afrique, de l'origine à ce jour, a été le dindon de la farce du système capitaliste, de l'esclavage à ce jour. Moi, je ne me satisfais pas des indicateurs qui disent qu'on émerge, et c'est l'illusion de cette émergence qui fait d'ailleurs que l'imaginaire populaire, on a du mal à intégrer, tout en voyant, tout en sachant qu'il y a aujourd'hui moins d'arrivées en Europe, et pourtant autant de morts, sinon davantage de morts, si nous n'en faisons pas, si on ne se saisit pas de cette question, parce que quelque part, la petite chanson de l'émergence fait croire que de toute façon c'est un épiphénomène, ça va passer puisqu'on va émerger. Mais on n'émergera pas. Nous, au cours de cet atelier, il y a Kako Martial a insisté sur le fait que, en fait, Martial Zebelinga, que l'émergence, c'est les Occidentaux qui espéraient l'émergence de l'Asie, en disant qu'à la faveur de l'émergence de l'Asie, leurs entreprises vont pouvoir faire des affaires. L'Afrique en a fait son affaire en croyant que nous aussi, comme la Chine et les autres, on va émerger. Mais tous viennent ici. Mais tous ces pays, Turquie, Inde, Chine, Europe, tous se croient. Il y a le gâteau africain, c'est-à-dire c'est open bar, on y va, l'Eldorado, les nouvelles frontières, on va s'enrichir, nos entreprises vont faire feu de tout bois au détriment du climat, des Africains et de la justice, tout ce qu'on veut, peu importe, mais tout ce qu'ils n'ont pas réussi là-bas, ils vont pouvoir le faire ici parce que nous, on croit encore en la mondialisation. Et dès le départ, le mouvement social mondial dit que si mondialisation, la mondialisation heureuse est une impasse, pas seulement ici. Bon, il faut voir le Brexit et les gilets jaunes pour s'en convaincre. La question centrale, Issa Ndiaye, c'était pourquoi faut-il tourner le dos au CFA? Est-ce qu'on ne peut pas tourner le dos au CFA parce que l'Union africaine, l'intégration africaine sont aujourd'hui des réalités en marche? Oui, mais c'est quel genre d'intégration que nous constatons en Afrique? Je pense que l'intégration africaine est pensée essentiellement en tant que marché commun. Or, on évacue... qu'il y a cette zone de libre-échange économique continentale. Oui, mais cette zone de libre-échange économique... Bon, on évacue la question de la production. Si on ne prend garde, ça veut dire qu'on va devenir une arrière-cour des produits qui sont fabriqués ailleurs et qui vont inonder nos marchés. Donc ça veut dire que quelque part, cette intégration, pour qu'elle réussisse, ça veut dire qu'il faut changer du système, il faut sortir du système mondial actuel. La nécessité de cette rupture s'impose, c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi nous parlons aujourd'hui du CFA, les Africains sont en train de le comprendre. Il n'y a pas longtemps, on a présenté la Côte d'Ivoire comme la vitrine de la zone franc.
Et quand vous voyez le nombre de migrants qui se bousculent au port de l'Europe, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Et donc, ça signifie quelque part que ce modèle-là aussi ne marche pas. Ça veut dire, si nous voulons vraiment nous en sortir, il est bon d'opérer des transformations, des ruptures dans les politiques que nous menons à tous les niveaux. Et aujourd'hui, la prise de conscience est telle que les Africains ont conscience du fait que la rupture avec le franc CFA est un passage obligé. Parce que c'est un moyen direct pour la France donc, de prendre le contrôle de nos économies et de nous empêcher les politiques d'investissement qui sont indispensables donc, au progrès de nos populations. Demba, est-ce que sortir du CFA, ça peut pas être un saut dans le vide? Est-ce que vous comprenez la préoccupation de certains citoyens qui peuvent penser que sortir du CFA, ça pourrait être se jeter dans le vide sans filet de sécurité? Vous savez, moi je dis souvent que le lavage de cerveau auquel nous avons été soumis fait que certains d'entre nous se disent sans la France, sans l'Europe, on n'a pas d'avenir. Et ça, c'est grave. Et il y a quelques intellectuels même qui disent oui, on ne peut pas sortir du CFA, c'est trop tôt. Alors, j'ai dit, ça fait 60 ans qu'on traîne ce boulet. Pour moi, c'est un boulet. Alors, si les gens disent que 60 ans après, c'est trop tôt, mais il faut encore 60 ans, c'est-à-dire 120 ans après, pour qu'on puisse être prêt à recouvrer notre souveraineté. Mais ça n'a pas de sens. Moi, je pense que ce n'est pas un saut dans le vide, parce qu'il y a l'expérience qui est là. Cette monnaie a fait la preuve d'être un obstacle à notre développement économique et social. Cette monnaie a fait la preuve d'être un déni de souveraineté. L'expérience qui a été accumulée par les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, les 6 pays de l'Afrique de l'Est, plus l'Afrique centrale, pardon. Je crois que cette expérience est suffisamment riche. Et le monde a tellement changé. Parce que le monde de 1960 ou de 70 est très différent du monde du XXIe siècle. Les perspectives qui se présentent à l'Afrique sont beaucoup plus prometteuses. Les partenariats, des partenariats qui sont plus prometteurs que ceux qui existaient avant. Parce qu'avant, il y avait ce face-à-face entre l'Afrique et l'Europe, avec tous les accords de Yaoundé en passant par Lomé et Cotonou. Tout cela a échoué. Et c'est les raisons des interrogations d'aujourd'hui, de cette crise migratoire, de ce débat sur le franc CFA. Donc pour moi, ce n'est pas un saut dans l'inconnu, c'est la résultante de tous ces programmes qui ont échoué, de toute cette expérience d'échec entre nous et l'Europe, et de la nécessité pour l'Afrique de chercher un autre chemin. Ce chemin qui soit un chemin tracé par les Africains, parce que au sein de l'Union africaine, l'agenda 2063, qu'est-ce qu'il dit? Pour le construire l'Afrique de l'Union africaine. Voilà. L'Afrique que nous voulons. Construire l'Afrique que nous voulons. L'Afrique que nous voulons, pour moi, c'est l'Afrique imaginée par les Africaines et les Africains eux-mêmes, à partir de leurs priorités, à partir de l'avenir qu'ils imaginent pour leur continent. Et donc cette lutte contre le franc CFA, en fait, qui est une partie de cette lutte contre la domination, toutes ces formes de domination, tous ces accords militaires, commerciaux et autres, je crois que cette lutte s'insère dans cette trajectoire-là. Pour construire l'Afrique que nous voulons, nous devons nous débarrasser de tous ces liens qui nous ont enchaînés à l'Europe, aux anciennes puissances coloniales. Et je crois que ce n'est pas un saut dans l'inconnu, c'est un mouvement réfléchi qui est venu à son heure. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Aminata Traoré, en 1994, la plupart des Africains ont été surpris par la dévaluation du franc CFA à 50%, nous avait-on dit. Est-ce que vous avez été surprise de la sortie des vice-premiers ministres italiens qui ont fait un lien entre l'immigration africaine et la situation dans la zone CFA par rapport à la France?
Pas du tout. Moi, je pense que la tension est montée d'un cran entre la France et l'Italie. Quand Luigi Di Maio a touché du doigt là où ça fait mal. Parce que nous venons de parler depuis tout ce temps, nous sommes en train de dire que nous ne sommes pas au début d'une révolution, d'une mobilisation populaire. En fait, il a contribué à donner une résonance européenne et mondiale à un combat qui est le nôtre. Nous lui en sommes reconnaissants, mais ça s'arrête là. Parce que l'initiative, nous revendiquons l'initiative de tous nos chefs d'État, de tous les dirigeants qui ont payé de leur vie ou qui ont été déstabilisés à cause de cette question de la monnaie. Ils ont dû se taire. Tout le monde, c'est-à-dire, on est passé par une phase, disons, on en parlait peu. Pourquoi? Du fait de ce que moi j'appelle le viol de l'imaginaire. Parce que la décennie 80, la décennie 90, on a cru effectivement que la mondialisation allait tenir ses promesses et que de toute façon, le marché, la compétition, la croissance et tout, le tout monde là, nous sommes encore invités à entrer dans ce système qui a révélé ses limites, qui révèle de plus en plus ses limites. C'est inacceptable, en tout cas, pour les peuples d'Afrique, plus particulièrement les jeunes, mais aussi les femmes. C'est inacceptable qu'on exige de nos pays de libéraliser davantage, d'ouvrir nos économies exsangues à une compétition dont nous n'avons pas les moyens, dont nous sommes les perdants. Regardez la situation du coton. Regardez ce grand marché de friperie où on déverse tout sur le continent. Et pendant ce temps, restez chez vous. On vous envoie nos entreprises, on vous envoie nos restes, consommez ce qu'on vous demande de consommer, ne parlez pas de monnaie, n'y songez pas, ne changez surtout pas de paradigme. Mais nous disons que l'Europe d'aujourd'hui, le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne nous fait pas rêver du tout. Et l'exercice entamé qui est en cours à partir de maintenant, ce que nous voulons, c'est produire des idées, produire des outils, pour que les jeunes ne se fassent plus tuer au nom de démocratie formelle qui ne mène à rien du tout, qu'ils n'aillent pas aussi mourir en Méditerranée ni dans le désert en croyant que là-bas c'est l'Eldorado. Tout est possible ici, mais à la faveur de changements structurels. Nous disons que la monnaie est l'un de ces instruments. Donc, les transformations structurelles qui s'imposent, c'est le modèle économique. Il faut relocaliser, il nous faut des économies. Je crois que tous les dirigeants aujourd'hui sont conscients de la nécessité de transformer localement. Mais même si vous transformez localement, si dans nos têtes, nous sommes persuadés que la modernité c'est ailleurs et que nous ne consommons que ce qui est importé ou que nous prenons cette monnaie africaine, transformer cette monnaie en devise pour aller chercher les marchandises ailleurs. Donc nous allons, s'il s'agit d'empêcher de nous paupériser, mais nous allons continuer à enrichir les mêmes pays si nous ne sommes pas capables de produire et d'aimer ce que nous produisons. Nous serons un marché de 2 milliards de consommateurs. L'Europe qui ne veut pas de nos enfants convoite ce marché, compte surtout sur les jeunes pour consommer ce qu'elle produit. Moi je dis, il arrivera un moment où nous aurons tous compris que chaque achat est un acte politique qui va nous permettre de créer des emplois, de protéger nos enfants, de faire de telle sorte que notre dignité tout simplement. On a compris, il y a beaucoup de gens qui ont compris, mais nous on a envie de donner un contenu, de réfléchir, de créer des espaces de débat et pour qu'on n'ajoute pas à nos douleurs en allant vers davantage d'affrontements et qu'on n'expose pas davantage nos vies à la confrontation. Nous voulons un débat serein et sain pour pouvoir infléchir et pour pouvoir compter précisément dans les élections européennes. Vous avez parlé des élections européennes et c'est le juste moment pour l'Afrique de dire haut et fort, et Luigi Di Maio n'a pas tort, mais c'est à nous de dire que l'Italie aussi fait partie du problème, parce que l'Italie n'a pas de matière première. Le franc CFA nous gêne, mais le franc CFA les gêne aussi, dans le cadre de la compétition entre eux-mêmes et face à la Chine.
Quand, Issa Ndiaye, quand le président Macron met la balle dans le camp des présidents africains et que le président Ouattara, par exemple, s'en saisit et dit que le franc CFA, c'est la monnaie des Africains, c'est une monnaie solide, il faut cesser ce débat, quel commentaire cela suscite de votre part? Oui, bon, ce n'est pas étonnant de la part d'un Ouattara en raison du parcours qui est le sien. Et qu'il rappelle avant de oui, faire sa et qu'il déclaration. rappelle justement, qui fait que, justement, qui explique bien pourquoi il est dans cette logique de servitude éternelle, donc vis-à-vis de ses employeurs. Donc c'est un cas typique. Mais il y a c'est pas seulement les Italiens qui ont dénoncé cette servitude. Il y a des hommes politiques français, de droite comme de gauche. Marine Le Pen a aussi dénoncé le franc CFA lors de la campagne présidentielle. Mélenchon, en 2012. Mélenchon aussi en a parlé. Ça veut dire que des hommes politiques aussi en ont question. Je me rappelle aussi de ce que Thomas Sankara disait aux jeunes burkinabés, quand il posait des questions par rapport à l'impérialisme, dont ça semblait être une nébuleuse. Il expliquait aux jeunes que n'allez chercher pas loin. L'impérialisme, c'est dans vos assiettes. C'est quand vous mangez ce que vous ne produisez pas. Donc, on a un système, qu'on nous a imposé depuis des décennies qui n'est pas du tout le nôtre. Et que certains dirigeants africains, comme Ouattara et d'autres, s'évertuent à dire oui, c'est le nôtre, mais qui ne fait aucune place et qui n'accorde aucun avenir à nos populations. Je pense que le défi essentiel qui est le nôtre aujourd'hui, c'est la question de la souveraineté. Et elle se décline non seulement en termes d'économie, en termes de monnaie, mais en termes de sécurité et en termes de politique institutionnelle. Donc nous avons emprunté des modèles qui ont échoué jusqu'ici. Donc d'où la nécessité de cette réflexion critique de la part des Africains. Je pense que la crise qu'on peut appeler la crise du CFA aujourd'hui est l'occasion pour nous donc de poser l'ensemble de ces questions et d'explorer les voies et moyens donc de la reconquête de la souveraineté que nous avons perdue. Aminata Traoré, si je m'en tiens aux travaux qui se sont déroulés il y a quelques jours, dans le cadre de cette édition spéciale de Migrance, il y a une chute qui était celle de dire qu'il faut organiser des états généraux du franc CFA qui seront coordonnés par l'économiste togolais Kako Nubukpo. En quoi cela consiste clairement? Est-ce qu'il s'agit de faire descendre le débat sur le franc CFA des zones de décision politique et économique pour en faire un sujet populaire, citoyen, à la portée de tout le monde? Absolument. Et moi, je pense que aucun sujet qui engage le destin de nos peuples ne devrait être considéré comme trop compliqué pour eux. Parce que ce que j'ai entendu dire de la part du président Ouattara, c'est moi qui sais. C'est nous qui avons décidé. Avec tout le respect que je lui dois, je dis nous qui. Et cela s'inscrit dans un contexte devant l'Élysée, dans un contexte où son homologue français a engagé le grand débat national français est en cours. Au moment où les gens revendiquent leur droit à la parole, vous vous adressez au peuple d'Afrique en disant taisez-vous. En fait, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Ça suffit. Ça suffit. C'est un faux débat. Mais qu'est-ce qui lui donne le droit et qui doit juger de la légitimité d'un débat? C'est un faux débat. Vous vous rendez compte? Moi, je ne dis pas que c'est un déni de démocratie. C'est-à-dire que c'est ça que nous sommes en train d'expérimenter et c'est ça que nous refusons. Nous disons aujourd'hui que tout est une question de rapport de force. Nos dirigeants sont ce qu'ils sont, malmenés par leurs homologues, précisément parce qu'à la base, leur pouvoir ne repose pas sur une vision concertée et un tant soit peu consensuelle de l'avenir, pour que nous puissions nous-mêmes les juger de l'intérieur et en disant à l'extérieur, ne vous mêlez pas de ça, nous réglons ça entre nous. Mais si vous allez à l'extérieur pour dire, et c'est nous qui avons décidé, je dis ce nous ne m'engage pas, not in my name. Si vous avez choisi le franc CFA, je te parle en tant que peuple, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, j'ai compris, j'en vois les inconvénients, je veux pouvoir décider. Et pour le faire, il faut qu'on soit outillé. Ça peut être compliqué, les outils existent, mais surtout nos langues.
tout cela doit avoir un ancrage culturel fort. On en discute. Qu'est-ce que si ça doit exister, si on doit rompre avec ce système, sur la base de quel choix économique, politique et culturel? La question des symboles, tout est là. Taoufik Ben Abdallah, est-ce que vous pensez aujourd'hui que rendre populaire le débat sur le franc CFA ne comporte pas des risques à la fois pour les initiateurs et pour les gestionnaires de ce système monétaire? Non, absolument pas. Tout dans la vie d'un peuple doit être soumis à débat démocratique, y compris la question monétaire. L'extraire du débat, c'est l'extraire de la démocratie. C'est accroître les frustrations. C'est encore marginaliser encore plus les citoyens. Ce qu'a prononcé le président Ouattara est simplement inacceptable en termes politiques dans une démocratie qui se respecte. C'est inacceptable, quel que soit le point de vue. Maintenant, il est clair que l'ambition de ces États généraux du franc CFA, c'est de remettre la question monétaire en plein dans le débat démocratique contradictoire, pays par pays, et de chercher par tous les moyens à impliquer les citoyens à travers leurs organisations, à travers les syndicats, à travers les parlementaires, à travers les chefs d'entreprise nationaux, à travers toutes les forces vives, à travers les médias, à travers toutes les forces vives des différents pays, pour recueillir des avis et des stratégies alternatives. Il n'y a que ça dans une vie démocratique qui vaille. Tout le reste, c'est des arrangements qu'on veut maintenir de façon autoritaire. Il n'y a pas d'autre... peut-être que M. Ouattara est soumis à une pression et à des intérêts trop importants pour prendre le risque de la démocratie, mais les citoyens demandent à ce qu'on soit démocratique. Et on le sera. Demba Moussa Dembélé, est-ce que vous avez l'impression que lancer les États généraux du franc CFA, c'est faire un peu ce que les Français sont en train de faire aujourd'hui avec les Gilets jaunes, lancer une espèce de grand débat sur cette question monétaire? Non, c'est différent. Parce que d'abord, c'est juste sur la question de la monnaie, bien sûr, qui doit embrasser les autres aspects du développement, puisque la monnaie, c'est un élément central de la politique économique. Mais nous avons une démarche qui est différente. D'abord, ce débat sur le franc CFA, on l'a rappelé au début de cette rencontre, que c'est un débat qui date des années d'indépendance. De 1960. Voilà. Et par conséquent, ça fait bientôt 60 ans que ce débat est en cours. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la continuité par rapport à ce qui s'est passé, tant sur le plan économique que sur le plan intellectuel. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est faire un saut qualitatif. Au lieu de confiner ce débat à quelques cercles, il y a des mouvements sociaux, il y a des syndicats, par exemple, dans certains pays qui participent à ce débat, dans la lutte contre le franc CFA. Mais au lieu de nous confiner à ces quelques mouvements sociaux et aux intellectuels, mais ouvrir le débat, le mettre sur la place publique et appeler toutes les citoyennes et tous les citoyens du continent, en tout cas au moins dans les pays qui partagent cette monnaie, de donner leur avis. Moi, je viens du Sénégal. Aujourd'hui, dans la campagne présidentielle, le CFA est au cœur des débats. Il y a au moins 2 candidats sérieux qui disent « nous devons sortir, aller vers la monnaie unique de la CEDEAO ». Vous voyez? Et tout le monde au Sénégal est au courant de ce débat sur le franc CFA. Et ce que nous voulons donc, c'est amplifier ce débat, pas seulement au Sénégal, mais au Mali, au Cameroun, puisque pour nous, il ne faut pas seulement nous situer dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, il faut faire la jonction avec les pays de l'Afrique centrale et éventuellement avec les Comores. Parce que tous ces pays, pour nous, sont soumis à cette servitude monétaire qui est à la fois volontaire, mais également imposée par la France. Aminata Traoré, tout à l'heure, Issa Ndiaye rappelait qu'il est nécessaire pour ce débat de s'adresser aux gens à la fois dans les langues coloniales, mais surtout que ce soit avec les langues nationales que le débat soit mené. Absolument, c'est un défi majeur parce que c'est une question tellement importante qu'il est temps vraiment que nous y impliquions les citoyens.
Or, les citoyens, si nous continuons à faire ce débat dans les langues étrangères, ça veut dire que nous excluons une bonne partie de nos populations de ce débat. Or, c'est un enjeu fondamental qui concerne le destin même des populations, d'où la nécessité de les impliquer. Donc la différence essentielle par rapport à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas que ce soit une question seulement qui intéresse les politiques et les décideurs nationaux, mais que ça devienne un mouvement citoyen populaire africain qui puisse créer les conditions telles que nos dirigeants soient dans l'obligation donc d'opérer les choix qu'attendent enfin les peuples africains depuis des décennies. Taoufik, au niveau du débat sur le continent africain, ce ne sont plus que les Africains restés sur le continent qui s'en saisissent. C'est également la diaspora et au-delà même des ressortissants des pays africains qui sont à l'étranger, ce sont souvent les diasporas de longue date comme les Antilles ou d'autres diasporas qui s'intéressent également à ce débat. Comment est-ce que dans le cadre de ces états généraux du franc CFA, un intérêt pourrait être accordé, une place pourrait être accordée à ces différentes diasporas? Le développement africain dans son ensemble intéresse bien sûr les Africains, mais intéresse aussi les diasporas de tout temps, que ce soit les diasporas aux États-Unis, les diasporas bien sûr en Europe, ou même les diasporas en Amérique latine. C'est à nous de construire des liens pour mettre ce débat, pour faire de ce débat un sujet de communication et d'échange, et de leur permettre d'apporter leur contribution. Parce que, par exemple, si vous prenez les afro-latino-américains, ils ont leur idée de l'Afrique qu'ils veulent. Et impliquer des associations ou des universitaires sur ces questions-là, il faut savoir leur parler de cela, bien sûr, peut être très intéressant. Mais bien sûr, les diasporas prioritaires par rapport à ces questions, ce sont les diasporas qui sont en Europe, qui peuvent vraiment se mobiliser et aller dans le sens d'une réflexion démocratique profonde. Un dernier mot sur ces états généraux. Si j'ai bien compris, c'est l'économiste Kako Nuupo qui en assurera la coordination. Tout à fait. Et dans chaque pays, moi je crois que c'est vraiment une occasion historique de renouer avec des idéaux de souveraineté, de dignité et de projets, de nous projeter dans l'avenir. Et c'est tout à fait de dignité des peuples. Et là-dessus, on est d'accord. C'est-à-dire que personne ne peut nous enlever, tu vois, ce droit-là. Personne ne peut nous dire c'est un faux débat. C'est un vrai débat. Et ce débat, avant d'être celui des chefs d'État, est d'abord le nôtre. C'est aux chefs d'État de se mettre à l'écoute de leur peuple s'ils veulent vraiment qu'on sorte de cette impasse ensemble. Merci beaucoup Aminata Traoré, merci à vous Taoufik Ben Abdallah, merci à Demba Moussa Dembélé, merci à Issa Ndiaye, merci à toute l'équipe technique, merci à vous de nous avoir regardé. Le débat continue sur Africable.